Malik Diop possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer. À 40 ans, ce magnat de l'immobilier régnait sur un empire s'étendant de Dakar à Paris. Ses tours luxueuses dominaient le plateau. Ses hôtels accueillaient les célébrités mondiales et sa fortune dépassait l'imagination. Pourtant, chaque soir, il rentrait dans sa villa des Almadies avec un vide immense hauteur. Les femmes se bousculaient pour attirer son attention, mais Malik savait qu'elle convoitait ses milliards, pas son âme. Voici une de ces histoires africaines où la réalité dépasse la fiction. Veuillez vous abonner à notre chaîne et nous laisser un like, cela nous aide énormément. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et activez les notifications pour ne rien manquer de nos futures publications. Merci d'avance, installez-vous. Un matin dès janvier, lors d'une inspection surprise au Residence Teranga, son hôtel 5 étoiles du centre-ville, Malik observa une jeune femme nettoyer minutieusement le hall de marbre. Aïda Ndiaye travaillait avec une grâce particulière, fredonnant doucement un air traditionnel wolof. Ses gestes précis témoignaient d'une fierté dans son travail que Malik admirait. Lorsqu'elle releva la tête, leurs regards se croisèrent brièvement. Elle lui sourit simplement, sans artifice, avant de retourner à sa tâche. Ce sourire hanta Malik pendant des jours. Il demanda discrètement à son directeur des ressources humaines des informations sur elle. Aïda, 28 ans, mère célibataire d'une fillette de 6 ans, travaillait comme femme de chambre depuis 3 ans. Travailleuse exemplaire, ponctuelle, respectée de tous. Cette femme possédait quelque chose d'authentique que Malik n'avait jamais rencontré dans son cercle doré. Il prit alors une décision folle, une décision qui changerait sa vie à jamais. Il allait la connaître, la vraie Aïda, celle qui ignore tout de sa fortune. Le plan de Malik était audacieux et risqué. Il convoqua Amadou Faye, son directeur général et unique confident, dans son bureau panoramique surplombant l'océan Atlantique. L'homme, fidèle depuis 20 ans, écouta avec stupéfaction la proposition de son patron. « Tu veux te faire passer pour un concierge ?» Malik réfléchit. « Ta photo est dans tous les magazines économiques », s'exclama Amadou, incrédule. « C'est justement pour ça que ça fonctionnera », répondit Malik avec détermination. « Les employés de base ne lisent pas ces revues. Je me ferai discret, je changerai mon apparence. Aïda ne fréquente pas les milieux où je suis connu. » Amadou soupira, mais accepta finalement d'organiser cette mascarade. Officiellement, Malik Diop partait pour un voyage d'affaires prolongé en Europe. En réalité, il deviendrait Mamadou Sarr, nouveau concierge recruté pour renforcer l'équipe d'entretien. Des faux papiers furent créés, un modeste appartement loué dans le quartier populaire de Médina. Malik se transforma physiquement. Il laissa pousser sa barbe, abandonna ses costumes sur mesure pour des uniformes de travail usés achetés au marché Sandaga. Ses mains manicurées devraient désormais manier serpillière et balai. Le milliardaire s'entraîna même à modifier sa démarche, à baisser les yeux devant l'autorité, à adopter l'humilité des invisibles. Cette métamorphose fascinait et effrayait Malik simultanément. Pourrait-il vraiment... Le premier jour de Mamadou Sarr aux résidences Teranga fut éprouvant. Malik découvrit un univers qu'il avait toujours ignoré, malgré ses nombreux établissements. À 5 heures du matin, l'équipe d'entretien se réunissait dans les sous-sols humides de l'hôtel. Les vestiaires exigus sentaient le détergent et la sueur. Ses nouveaux collègues, une quinzaine d'hommes et de femmes, le divisagèrent avec curiosité. « Alors, tel nouveau ?» lança Ibrahima, un homme corpulent au sourire généreux. « Bienvenue dans la vraie vie, mon frère. Ici, on travaille dur pour un salaire de misère. » Malik, ou plutôt Mamadou, acquiesça humblement. Son superviseur, M. Keita, un homme sévère au visage buriné, lui attribua les tâches les plus ingrates. Nettoyer les toilettes publiques, vider les poubelles, laver les parkings souterrains. Le milliardaire s'exécuta sans broncher, ses muscles protestaient douloureusement contre ses efforts inhabituels. À midi, dans la petite salle de pause, il aperçut enfin Aïda. Elle partageait son thieboudienne avec une collègue, riant aux éclats d'une anecdote. Sa beauté naturelle le frappa de nouveau. Aucun maquillage sophistiqué, juste la lumière pure de son sourire. Lorsqu'elle remarqua le nouveau venu, elle lui fit signe de s'approcher. « Tu es Mamadou, non ? Je suis Aïda. N'hésite pas si tu as besoin de conseils. Ici, on est une famille. » Ces mots simples réchauffèrent le cœur de Malik plus que tous les discours flatteurs qu'il avait entendus dans sa vie. Les jours suivants, Malik chercha discrètement la présence d'Aïda, s'arrangeant pour travailler dans les étages où elle passait le plus de temps. Chaque rencontre fortuite devenait précieuse. Il apprenait à la connaître par fragments, à travers des conversations brèves mais sincères, dans les couloirs déserts ou pendant les pauses cigarettes qu'il feignait de prendre. Aïda lui raconta son histoire sans apitoiement,
Son mari l'avait abandonnée enceinte, disparaissant avec les économies du ménage. Sa fille, Fatou, était sa raison de vivre, sa motivation pour accepter ce travail épuisant. Chaque jour, Aïda se levait à 4 heures pour préparer sa fille, la déposer chez sa mère dans le quartier de Parcelles Assainies, puis traverser la ville en car rapide bondé. « Mais je ne me plains pas », disait-elle avec fierté. « Mon travail est honnête. Je nettoie ces chambres comme si c'étaient les miennes. Les riches qui dorment ici ne me voient jamais, mais je sais que je leur offre du confort. Ça a du sens. » Malik écoutait, fasciné et honteux. Combien de fois avait-il séjourné dans ses propres hôtels sans jamais penser aux personnes qui rendaient son confort possible? Aïda possédait une dignité que l'argent ne pouvait acheter. Elle transformait la corvée en mission noble. Un après-midi, alors qu'ils nettoyaient ensemble le grand salon, Aïda fredonna cette même chanson wolof qu'il avait entendue le premier jour. Malik osa demander « C'est quoi cette chanson ?» Elle rougit légèrement. « Une vieille berceuse que ma grand-mère me chantait. Elle parle de… » 3 semaines s'écoulèrent dans cette double vie épuisante. Le soir, Malik retrouvait secrètement Amadou dans un bureau discret pour gérer les affaires urgentes. La journée, Mamadou, le concierge, gagnait peu à peu la confiance d'Aïda. Leurs échanges s'approfondissaient, dépassant les banalités professionnelles. Un samedi après-midi, alors que l'hôtel accueillait un mariage somptueux, Malik observa Aïda contempler la cérémonie depuis le couloir du personnel. Des larmes brillaient dans ses yeux. Il s'approcha doucement. « Ça va ?» murmura-t-il. « Excuse-moi, c'est stupide, » répondit-elle en s'essuyant les joues. « Je regarde ces gens avec leurs robes magnifiques, leurs bijoux en or, et je me dis que ma fille ne connaîtra jamais ça. Je ne pourrai jamais lui offrir un mariage comme celui-ci. » Le cœur de Malik se serra. Il aurait voulu lui révéler qu'il pouvait lui offrir 100 mariages pareils, 1000 robes de princesse pour Fatou. Mais ce serait détruire ce lien fragile et authentique qu'il construisait. « L'amour ne se mesure pas en diamants, » dit-il simplement. « Ta fille a une mère qui se bat pour elle chaque jour. Ça vaut tous les trésors du monde. » Aïda le regarda intensément, comme s'il le voyait vraiment pour la première fois. « Tu es différent des autres, Mamadou. Tu as une façon de parler particulière. D'où viens-tu vraiment ?» Malik sentit la panique monter. Avait-il commis une erreur? Son langage trahissait-il son éducation privilégiée? « J'ai été élevé par des missionnaires. Ils m'ont appris le français correct, m'ont fait lire beaucoup. Mais la vie m'a ramené à ma place. On ne peut pas échapper à son destin. » Cette explication sembla satisfaire Aïda, qui posa sa main sur son bras dans un geste de réconfort. Ce simple contact électrisa Malik. La chaleur de sa paume traversait le tissu rugueux de son uniforme, atteignant directement son cœur. C'était un geste innocent, compatissant, mais il contenait plus d'intimité que toutes les caresses calculées des femmes sophistiquées qu'il avait connues. « Ne dis pas ça, » murmura Aïda. « Le destin, on le façonne aussi. Je crois que les gens bien trouvent leur chemin, même si le voyage est difficile. » Les jours suivants, leur complicité grandit. Ils inventèrent un jeu. Pendant qu'ils travaillaient dans les étages vides, ils imaginaient la vie des clients à partir des objets laissés dans les chambres. Un livre de poésie abandonné devenait l'histoire d'un amour contrarié. Des chaussures de sport neuves racontaient une résolution de changement. Ces moments volés de rêverie tissaient entre eux une connexion magique. Malik découvrait qu'Aïda possédait une intelligence vive et une imagination débordante. Elle aurait pu devenir enseignante, écrivaine, designer. La pauvreté avait volé ses opportunités, pas son potentiel. Cette injustice révoltait Malik, lui qui avait hérité de tout sans effort. Comment réparer ces déséquilibres sans révéler sa véritable identité? Cette question le tourmentait chaque nuit dans son appartement spartiate de Médina. Un mardi matin, l'univers soigneusement construit de Malik faillit s'effondrer. Un groupe d'hommes d'affaires européens arriva à l'hôtel pour un séminaire. Parmi eux se trouvait Jean-Pierre Moreau, un promoteur français avec qui Malik avait négocié plusieurs contrats. Lorsque Moreau traversa le hall, son regard glissa sur Mamadou le concierge en train de polir le sol de marbre. Malik baissa immédiatement la tête, retenant son souffle. « Monsieur Moreau, par ici s'il vous plaît », l'invita le directeur de l'hôtel. Le Français hésita une seconde, fronçant les sourcils en observant Malik. Un éclair de reconnaissance sembla passer dans ses yeux, mais il se ravisa, jugeant impossible qu'un milliardaire se retrouve à genoux avec une serpillière. Il suivit le directeur sans un mot de plus. Malik dut s'appuyer contre un pilier, le cœur battant la chamade. Ibrahima, son collègue, s'approcha inquiet. « Ça va, Mamadou ?»
T'es tout pâle, c'est la chaleur ? Oui, juste un petit vertige, mentit Malik. Ça va passer. Cet incident lui rappela la fragilité de sa mascarade. Combien de temps pourrait-il maintenir cette illusion ? Et surtout, qu'arriverait-il quand la vérité éclaterait inévitablement ? Aïda lui pardonnerait-elle cette tromperie massive ? La peur de la perdre grandissait proportionnellement à ses sentiments pour elle. Le soir même, Amadou le rejoignit avec des nouvelles alarmantes. « Moreau a posé des questions sur toi. Il trouve la ressemblance troublante. J'ai inventé que tu étais un cousin éloigné. Malik, cette situation devient trop dangereuse. Tu dois arrêter cette folie avant que tout explose. » Mais Malik ne pouvait pas arrêter. Il était tombé amoureux, profondément, irrémédiablement. Chaque sourire d'Aïda gravait son visage dans son cœur. Chaque conversation révélait une nouvelle facette de sa personnalité magnifique. Il ne s'agissait plus d'une quête romantique, mais d'une nécessité vitale. Aïda était devenue son oxygène. Un vendredi soir, après le service, Aïda l'invita spontanément. « Mamadou, j'organise un petit tiébouillap chez ma mère dimanche. Rien de fancy, juste quelques amis. Tu veux venir ? Ma fille Fatou sera là et j'aimerais que tu la rencontres. » Cette invitation représentait un pas énorme. Malik accepta immédiatement, le cœur gonflé d'émotion. Il acheta bijoux simples au marché, veillant à ne pas paraître trop généreux. Dimanche après-midi, il se présenta dans le quartier modeste, une maison à parpaing giendré-pas en jaune au milieu d'une cour poussiéreuse. Fatou, petite fille aux nattes ornées de perles colorées, le regarda avec curiosité. « Tu es le monsieur dont maman parle, celui qui nettoie bien les vitres ?» J'éclatai de rire. « Oui, c'est moi, le champion de nettoyage de vitres. » La journée fut magique. La mère d'Aïda, Mame Diarra, une femme robuste au regard pénétrant, servit un festin délicieux. Les voisins passèrent, partageurs des histoires, de la musique mbalax résonna dans la cour. Malik, habitué aux réceptions guindées des palaces, découvrait la vraie joie, simple, bruyante, authentique. Aïda rayonnait, entourée de sa communauté. Malik comprit qu'il voulait appartenir à ce monde-là, pas à son univers doré et stérile. Pendant que Fatou jouait avec ses nouveaux jouets, Mame Diarra prit Malik à part sous le manguier du jardin. Ses yeux sages scrutèrent son visage. « Tu n'es pas ce que tu prétends être », déclara-t-elle sans détour. Le sang de Malik se glaça. « Je ne comprends pas, Mame. »« Tes mains, » dit-elle en saisissant doucement ses paumes. « Elles commencent à durcir, mais je vois encore les traces d'une vie facile. Tes dents sont trop blanches, trop parfaites. Et tu regardes Aïda comme un homme qui n'a jamais connu la faim. Pas la faim de nourriture, mais la faim d'amour vrai. » Malik faillit s'effondrer. « S'il vous plaît, Mame, ne dites rien. Je ne dirai rien, » l'interrompit-elle, « parce que je vois aussi ton cœur. Il est sincère. Mais sache une chose, ma fille a été brisée une fois. Si tu la brises à nouveau, riche ou pauvre, je te maudirai jusqu'à ta 7e génération. Je préférerais mourir que lui faire du mal, » jura Malik avec intensité. « Alors, dévoile-toi bientôt, » conseilla la vieille femme. « Les mensonges, même bienveillants, finissent toujours par empoisonner l'amour. » Cette conversation hanta Malik. Mame Diarra avait raison. Mais comment révéler la vérité sans détruire la confiance fragile qu'Aïda lui accordait ? Il devait trouver le moment parfait, créer une situation où elle comprendrait ses motivations. Ce soir-là, alors qu'il raccompagnait Aïda vers l'arrêt de car rapide, elle glissa sa main dans sa sienne. « Merci d'être venu, ça comptait beaucoup pour moi. » Malik serra ses doigts tendrement, gravant ce moment dans sa mémoire. Les semaines passèrent dans une douceur trompeuse. Malik et Aïda développèrent une routine précieuse. Déjeuners partagés dans la salle du personnel, des échanges de textos des soirs après le travail, des promenades dimandicales avec Fatou sur la corniche. La petite fille avait adopté Mamadou, réclamant qu'il la porte sur ses épaules, lui racontant 1000 histoires inventées sur les bateaux dans le port. Malik découvrait une paternité improvisée qui le bouleversait. Lui qui n'avait jamais envisagé d'enfant, trouvait dans le rire cristallin de Fatou une joie pure. Aïda observait leur interaction avec une tendresse grandissante. Un jour, elle murmura « Son père ne l'a jamais regardée comme tu la regardes. » « Comment je la regarde ? » Comme si elle était un trésor inestimable. Si seulement elle savait que je pouvais lui offrir des trésors réels, des écoles privées, des voyages, un avenir sans limite. Mais Malik comprenait maintenant que ces choses matérielles n'étaient rien comparées à la présence, à l'attention, à l'amour authentique. Un soir, alors qu'il se promenait seul sur la plage de Yoff, Aïda s'arrêta face à l'océan. Les vagues léchaient le sable doré, le soleil plongeait dans l'Atlantique dans une explosion de couleurs. « Mamadou, je dois te dire quelque chose » commença-t-elle nerveusement.
je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. » Le cœur de Malik explosa de bonheur. « Aïda, moi aussi. » Leur premier baiser eut lieu sous les étoiles de Dakar, accompagné par le murmure de l'océan. C'était un baiser doux, hésitant, chargé de promesses et d'espoir. Malik sentit toutes ses défenses s'effondrer. Il n'était plus un milliardaire, un homme d'affaires impitoyable, un stratège calculateur. Il était simplement un homme aimant une femme extraordinaire. Mais le bonheur portait l'ombre du mensonge. Chaque nuit, Malik se réveillait en sueur, tourmenté par sa duplicité. Il devait révéler la vérité. Mais comment ? La conseillère de Mame Diarra résonnait dans sa tête. Les mensonges finissent toujours par empoisonner l'amour. Amadou le pressait également. Les finances de tes entreprises souffrent de ton absence. Des décisions importantes attendent. Tu ne peux pas jouer au pauvre éternellement. Malik décida d'élaborer un plan. Il révélerait son identité, mais progressivement, en montrant d'abord à Aïda qu'il avait changé, que sa richesse serait utilisée différemment désormais. Il commencerait par de petits gestes qui trahiraient sa vraie nature. Un matin, M. Keïta, le superviseur tyrannique, réprimanda violemment Aïda pour une prétendue négligence. « Tu es incompétente, ces draps n'étaient pas parfaitement repassés. Encore une erreur et tu es licenciée. » Aïda encaissa l'humiliation, les larmes aux yeux. Malik sentit la colère monter en lui, une colère glaciale et dangereuse. Cet homme osait traiter ainsi la femme qu'il aimait, dans son propre hôtel. Le milliardaire en lui rugit, prêt à révéler son identité et à détruire Keïta sur le champ. Mais il se contrôla serrant les poings jusqu'à ce que ses ongles mordent ses paumes. « Monsieur Keïta, » intervint Malik d'une voix étrangement calme mais autoritaire. « Je pense que vous vous trompez. J'ai vérifié ces draps ce matin. Ils étaient impeccables. Peut-être devriez-vous reconnaître votre erreur ?» Le superviseur se tourna vers lui, furieux. « Qui es-tu pour me parler ainsi, petit concierge ? Tu veux rejoindre Aïda au chômage ?»« Non, » répondit Malik en soutenant son regard sans ciller. « Je veux simplement la justice. Aïda est l'employée la plus consciencieuse de cet hôtel. Nous le savons tous. Vos accusations sont injustes. » Un silence stupéfait s'abattit sur le couloir. Personne ne tenait tête à Keïta. Le superviseur, déstabilisé par l'assurance de ce simple concierge, bafouilla des menaces avant de s'éloigner précipitamment. Aïda regarda Malik avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Mamadou, tu es fou. Il va nous faire payer ça tous les deux. »« Qu'il l'essaye, » murmura Malik avec un sourire énigmatique. L'après-midi même, Keïta fut convoqué mystérieusement par la direction. Il en ressortit pâle, ayant reçu un avertissement sévère pour « management inapproprié ». Les employés chuchotèrent que quelqu'un en haut lieu surveillait ses abus. Personne ne fit le lien avec le nouveau concierge. Mais Aïda commença à observer Mamadou différemment. Cette autorité naturelle, cette confiance inébranlable, cette façon de parler parfois trop raffinée. Des pièces d'un puzzle troublant s'assemblaient lentement dans son esprit. Qui était vraiment cet homme qui avait bouleversé sa vie ? Un soir après le travail, il l'invita chez elle. Fatou dormait chez sa grand-mère. Ils étaient seuls pour la première fois dans l'intimité de son petit studio. L'appartement d'Aïda était minuscule mais impeccablement tenu. Quelques meubles simples, des rideaux colorés cousus main, des dessins de Fatou punaisés au mur. Malik s'assit sur le canapé élimé, tandis qu'Aïda préparait du café tout bas. L'arôme épicé emplit la pièce, créant une atmosphère intime et chaleureuse. « Mamadou » commença Aïda en s'installant près de lui, si près que leurs cuisses se touchaient. « Qui es-tu vraiment ?» Le cœur de Malik s'emballa. « Que veux-tu dire ?»« Ne me prends pas pour une idiote, » dit-elle doucement, sans colère. « La façon dont tu as parlé à Keïta, ta culture générale quand on discute, tes mains qui ne ressemblent pas à celles d'un travailleur manuel de longue date, même ta posture parfois. Tu n'es pas un simple concierge. » Malik sentit le moment de vérité arriver, plus tôt que prévu. Son cœur cognait violemment dans sa poitrine. Il pouvait mentir encore, prolonger l'illusion, ou il pouvait faire confiance à l'amour qu'il lisait dans les yeux d'Aïda. « Tu as raison, » admit-il finalement, sa voix tremblant légèrement. « Je ne suis pas ce que je prétends être, mais avant de t'expliquer, je veux que tu saches une chose. Mes sentiments pour toi sont la seule vérité absolue dans toute cette histoire. Je t'aime, Aïda, vraiment, profondément. » Elle le regarda intensément, la peur et l'espoir se disputant dans ses yeux. « Alors dis-moi tout. »
Malik prit une profonde inspiration et commença son histoire. Il raconta tout, sa richesse, son empire, sa solitude dorée. Ce premier regard qui avait tout changé. Il expliqua son déguisement, son besoin désespéré de connaître l'amour authentique. Aïda écouta en silence, son visage traversé par 1000 émotions. Choc, incrédulité, colère, confusion. Quand Malik termina son récit, elle se leva brusquement, tournant le dos vers lui. Ses épaules tremblaient. « Tu m'as menti », murmura-t-elle sans colère. « Pendant tout ce temps, tu m'as menti. »« Je sais, » reconnut Malik, la voix brisée. « Et je comprends si tu ne peux pas me pardonner. Mais je devais savoir, Aïda, je devais savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour moi-même, pas pour mon argent. Et tu as décidé de jouer avec mes sentiments pour satisfaire ta curiosité ?» La colère montait dans sa voix. « Tu es venu dans ma vie déguisée, tu as rencontré ma fille, tu as gagné notre confiance, tout ça pour une expérience sociologique ? Non !» Malik se leva désespéré. « Ça a commencé comme ça, oui, mais ça a changé, Aïda. Tu as changé tout en moi. J'ai découvert que ma vie précédente était vide, superficielle. Ces semaines avec toi ont été les plus vraies, les plus belles de mon existence. » Aïda se retourna, les larmes coulant sur ses joues. « Comment puis-je te croire ? Comment savoir ce qui était réel et ce qui était du théâtre ? » « Parce que je t'aime, » cria presque Malik. « Je t'aime au point de renoncer à tout si nécessaire. Teste-moi, Aïda, demande-moi n'importe quoi pour prouver mes sentiments. » Un long silence tendu s'installa. Aïda se laissa retomber sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Malik resta debout, impuissant, attendant son verdict. Le tic-tac de l'horloge murale scandait les secondes interminables. L'avenir de son cœur se jouait dans cette pièce minute. « Pars », dit finalement Aïda d'une voix éteinte. « J'ai besoin de réfléchir. S'il te plaît, laisse-moi seule. » Malik quitta l'appartement le cœur en lambeaux. Les rues de Médina défilaient dans un brouillard de douleur. Il avait tout perdu en voulant tout gagner. La richesse, il pouvait la reconquérir. Mais Aïda, son amour était unique, irremplaçable. Et il venait peut-être de le détruire avec ses mensonges. Cette nuit-là, dans son appartement spartiate, Malik ne dormit pas. Il contemplait le plafond fissuré, mesurant l'étendue de sa stupidité. Pourquoi n'avait-il pas été honnête plus tôt ? Pourquoi avoir laissé le mensonge grandir jusqu'à devenir insurmontable ? Le lendemain, à l'hôtel, Aïda était absente. Malade, expliqua son collègue. Malik, ou plutôt Mamadou, effectua ses tâches comme un automate. Ibrahima remarqua son état. « Problème de cœur, mon frère » demanda-t-il avec sympathie. « Les pires » admit Malik. « Écoute un vieux sage » dit Ibrahima en posant sa main sur son épaule. « Les femmes ont besoin de temps pour digérer leurs émotions. Mais si l'amour est vrai, il survit aux tempêtes. Donne-lui de l'espace, puis montre-lui par des actes, pas par des mots. » Ce conseil résonnait en Malik. Des actes, pas des mots. Il savait exactement quoi faire. Cette nuit-là, il convoqua une réunion d'urgence avec ses avocats et Amadou. Un plan audacieux prit forme. Un plan qui changerait tout. 3 jours passèrent sans nouvelles d'Aïda. Malik respecta son silence, bien que chaque heure loin d'elle fût une torture. Il mit son plan en œuvre méthodiquement, mobilisant ressources et contacts. Le 4e jour, Aïda retourna au travail. Elle évita soigneusement Malik, changeant de couloir quand elle l'apercevait. Son visage était fermé. Ses yeux rougis trahissaient des nuits sans sommeil. Malik souffrait de la voir ainsi, sachant qu'il était responsable de sa peine. Mais il ne s'approcha pas. Au lieu de cela, il continua à exécuter son plan en coulisses. Le 5e jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit à l'hôtel. Monsieur Keïta fut officiellement licencié pour abus de pouvoir. À sa place, une nouvelle directrice des ressources humaines fut nommée, Madame Sek, une femme réputée pour son équité et son respect du personnel. Sa première décision choqua tout le monde. Elle annonçait que tous les employés de l'entretien recevraient une augmentation substantielle de salaire, une assurance santé complète, et que leurs enfants auraient accès à des bourses d'études financées par l'hôtel. De plus, un système de promotion interne serait établi, permettant aux employés méritants d'accéder à des postes de supervision. Ces changements viennent directement du propriétaire, expliqua Madame Sek lors de la réunion générale. Monsieur Diop a réalisé que ses employés sont le cœur de son entreprise. Il souhaite honorer votre travail comme il se doit. Aïda écouta, les yeux écarquillés.
Autour d'elle, ses collègues pleuraient de joie, s'embrassaient, criaient leur bonheur. Cette augmentation changerait leur vie. Les enfants pourraient continuer l'école. Les familles mangeraient mieux. Les rêves deviendraient possibles. Elle chercha Mamadou du regard à travers la foule et le trouva dans un coin, l'observant intensément. Leurs yeux se rencontrèrent. Dans le regard de Malik, elle lut tout. L'amour, le regret, l'espoir, et quelque chose d'autre. Une question silencieuse. Comprends-tu maintenant ? Ce soir-là, Aïda attendit Malik à la sortie de l'hôtel. La nuit était tombée sur Dakar, les lampadaires illuminaient faiblement la rue bruyante. Quand il émergea, surpris de la voir, elle s'approcha sans un mot et glissa sa main dans la sienne. « Marchons », dit-elle simplement. Ils déambulèrent en silence vers la corniche, leurs pas synchronisés, leurs mains entrelacées. L'océan murmurait dans l'obscurité, les étoiles brillaient au-dessus d'eux. Finalement, Aïda s'arrêta face à la mer. « C'est toi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Les augmentations, les bourses, tout ça, c'est toi. » « Oui, admit Malik. Je voulais te montrer que ma richesse peut servir à quelque chose de bon, que je comprends maintenant le vrai sens de la responsabilité. Tu m'as ouvert les yeux, Aïda. » « J'ai eu tellement peur, avoua-t-elle, sa voix tremblant. Peur que tu sois comme mon ex-mari, un menteur, quelqu'un qui utilise les autres. Peur que ta richesse te rende incapable d'amour vrai. Mais ces derniers jours, j'ai réfléchi. Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants dans la pénombre. Tu aurais pu me séduire avec ton argent dès le début. Tu aurais pu m'acheter, mais tu as choisi la voie la plus difficile, la plus humiliante même pour quelqu'un de ton rang. Tu as nettoyé des toilettes, supporté Keïta, vécu dans la pauvreté. Pourquoi faire tout ça, si ce n'était pas par amour sincère ? Le cœur de Malik bondit d'espoir. Alors, tu me pardonnes ? Je t'aime, Mamoudou. Malik, peu importe ton nom, murmura Aïda. J'aime l'homme qui porte Fatou sur ses épaules, celui qui défend ses collègues face à l'injustice, celui qui écoute mes rêves comme s'ils étaient précieux. Oui, tu m'as menti, et ça fait mal. Mais tu m'as aussi montré un amour que je ne croyais plus possible. Malik la tira dans ses bras, la serrant comme si elle était son ancre dans la tempête. Je te promets, Aïda, que chaque jour de ma vie sera consacré à mériter ton amour. Je ne serai plus jamais l'homme que j'étais. Ils s'embrassèrent longuement, scellant leur réconciliation sous le ciel étoilé de Dakar. Mais Aïda s'écarta soudain, un sourire malicieux aux lèvres. « Cependant, j'ai une condition, » annonça-t-elle. « Tout ce que tu veux, » promit Malik sans hésitation. « Tu continues à travailler comme concierge encore un mois. » Malik la regarda stupéfait. « Quoi ? Pourquoi ? » « Parce que je veux être sûr que tu comprends vraiment cette vie. Que ce n'était pas juste un jeu romantique pour toi. 1 mois de plus, et ensuite tu pourras redevenir Malik Diop le milliardaire. Mais un milliardaire différent, qui n'oubliera jamais d'où vient le vrai travail. » Malik éclata de rire, admirant l'intelligence et la sagesse de cette femme extraordinaire. « D'accord, 1 mois de plus. Mais ensuite, l'encouragea-t-elle, les yeux pétillants. Après, je veux t'épouser, toi et Fatou. Je veux construire une vraie famille. Pas dans le luxe vide, mais avec l'amour authentique que vous m'avez appris. » Des larmes de beau noir coulèrent sur les joues d'Aïda. « Oui, » chuchota-t-elle. Le mois suivant fut étrange et merveilleux. Malik travaillait le jour comme concierge, partageait ses soirées avec Aïda et Fatou et gérait discrètement son empire la nuit. Mais quelque chose avait fondamentalement changé. Il réorganisa toutes ses entreprises selon de nouveaux principes, salaires équitables, conditions de travail dignes, investissement dans les employés. Ses associés protestèrent. « Tu vas ruiner l'empire Diop avec cette philanthropie ?» ?»« Non, » répondit Malik avec certitude. « Je vais le transformer en quelque chose dont je peux être fier. Des employés heureux sont des employés productifs. L'humanité n'est pas incompatible avec la rentabilité. » Graduellement, la nouvelle se répandit dans le monde des affaires sénégalais. Malik Diop, le requin impitoyable, était devenu un modèle de responsabilité sociale. D'autres entreprises commencèrent à imiter ces réformes. Un mouvement naquit, changeant lentement le visage du capitalisme dakarois. Mais le plus beau changement était personnel. Un dimanche, Malik organisa une fête surprise pour Fatou dans les jardins secrets de sa villa des Almadies.
Quand Aïda et sa fille arrivèrent, guidées par Amadou, elles découvrirent un paradis. Château gonflable, magicien, clown, montagne de cadeaux. Fatou hurla de joie, courant partout les yeux écarquillés. Aïda resta pétrifiée, contemplant cette magnificence. Malik s'approcha nerveusement. « C'est trop », murmura-t-elle. « Non », répondit-il doucement. « C'est juste assez pour montrer à quel point je vous aime toutes les deux. Mais regarde », il désigna l'assemblée. Tous les collègues de l'hôtel étaient présents avec leurs familles, riant et festoyant